Les podcasts du Figaro. Sur une crête rocheuse, légèrement aplatie et teintée par le lichen, se découpe une forme humaine. Sa tête, ses épaules et sa longue robe déforment la ligne horizontale qui sépare la roche du ciel bleu azur. Est-ce une alpiniste ou un mirage ? Comment cette Vierge a-t-elle été installée ici, dominant la vallée à presque 3500 mètres ? Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 2. La Dame du Grépon. Aiguille du Grépon, 1927. Au cœur du massif du Mont Blanc, une étrange procession serpente au milieu des éboulis de roches, transportées par le glacier. La chaleur d'été est assommante. Là-haut, les aiguilles de Chamonix les contemplent. La petite compagnie ne cesse d'accélérer le pas, afin d'éviter les rochers qui menacent de tomber. Les hommes prennent une bonne leçon d'endurance. Le départ à 3h du matin de Chamonix semble déjà bien loin. À l'arrière, un certain Jacquier grommelle. Il est à bout de force. Encore une fois, il s'est laissé convaincre par ce fou de Ravanel. Ce projet lui semble invraisemblable, perdu d'avance. Et pourtant, ses compagnons, de jeunes chamoniards, tous guides ou aspirants à l'être, y croient dur comme fer. Même le curé avance à corps perdu, malgré la soutane qui l'encombre. Jacquier peste. Et dire que tout ça, c'est à cause de lui. Huit ans plus tôt, Jacquier effectuait avec Ravanel une course sans difficulté lorsque les éléments s'étaient déchaînés. Réfugiés dans une grotte, les hommes étaient restés là de longues heures, habités par la peur, tandis que la tempête redoublait d'intensité. Puis la foudre s'était invitée, frappant de toutes parts, le tonnerre faisant trembler la montagne. Ils avaient bien cru qu'ils vivaient là leurs derniers instants. Mais soudain, la nuée s'était déchirée et une aiguille rocheuse fantastique était apparue sur le versant opposé. Une apparition fugace, saisissante au milieu de l'enfer. Jacquier avait alors murmuré à Ravanel. « Joseph, si la Vierge nous sort de ce cauchemar, nous ferons de cet éperon son piédestal. » Le Grépon ? Notre Madone est bien capricieuse. Elle aurait pu te montrer un autre rocher. C'est l'ascension la plus difficile des Alpes. Mais le regard de Ravanel s'était mis à briller d'une intensité inconnue. Il avait alors fait la promesse de relever le défi lancé par la Vierge. Solidement attachés et piolets en main, les compagnons avaient dévalé les pentes au milieu des fracas de la foudre, jusqu'à rentrer à Chamonix, sains et saufs. Une fois revenus, Jacquier avait financé toute la fonte de la statue. On avait choisi une représentation de la Vierge de la Salette, particulièrement vénérée dans les Alpes. L'expédition pour aller sceller la Vierge au sommet du Grépon s'était organisée. L'abbé Vuarnet, vicaire de Chamonix, avait rassemblé les membres des jeunesses catholiques en renfort. Enfin, le guide Ravanel était venu avec d'autres Ravanel, fils, frères et cousins, tous animés d'une grande ferveur. Celui qui dirige cette ascension, c'est donc Joseph Ravanel. D'une stature moyenne, il est athlétique et résistant. D'un roux de feu, sa chevelure est reconnaissable sur n'importe quel glacier. C'est elle qui lui a donné son nom connu de toute la vallée.
Ravanel le Rouge. Le froid et la bise des cimes ont tanné sa peau comme un parchemin. Son regard est ardent, bleu comme la glace vive. Ravanel est bâti pour la montagne. Assez souple pour gravir ses sommets, suffisamment robuste pour résister à ses caprices. Ce matin-là, la troupe s'était élancée d'un pas franc depuis Chamonix, sous le clair de lune. En apercevant la Vierge empaquetée sur la bête, Ravanel avait fait un scandale. La mère de Dieu sur une bête, c'est hors de question. Ce sera sur le dos d'un homme. Et s'il le faut, je la porterai seul. Joseph, si le Christ est monté sur un ânon, pourquoi sa mère ne monterait-elle pas sur la mule ? Ah, toi l'abbé, tu as toujours le mot pour convaincre. Alors, va pour la mule. À ces mots, la caravane s'était ébranlée, Ravanel le Rouge en tête. Et chacun s'était empressé tour à tour de tenir les rênes de la bête pour être le page de la Madone. C'est donc Joseph Ravanel qui avait choisi cet itinéraire, qu'il avait parcouru plus d'une 50aine de fois. Une voie historique, ouverte en 1881 par un jeune intellectuel anglais et 2 guides suisses, Mummery, Burgener et Venetz. Tout en taillant des marches dans la glace, Ravanel se remémore le récit qui a bercé son enfance. L'histoire de ces 3 pionniers d'un nouvel alpinisme qui ont créé le chemin où il marche aujourd'hui. Les 3 hommes ont ouvert des voies fines et élégantes, avec un matériel restreint et un engagement relevé. Pour lui, ce sont des modèles. Perdu dans ses pensées, Ravanel divague. Cela fait quelque temps déjà qu'il songe à mettre fin à sa carrière de guide. À 58 ans, son corps est usé par les nombreuses courses. Je me sentirai prêt quand la statue sera scellée. Le roi des guides, comme on le surnomme à Chamonix, veut clore sa carrière sur ce dernier exploit. Installer la statue de la Vierge au sommet de ce qu'on appelle la plus difficile escalade des Alpes. Derrière Ravanel, la compagnie souffle. Le soleil atteint son zénith. Chacun tente d'échapper à l'éblouissement, mais la neige renvoie chaque rayon de lumière sans pitié. À l'orée du glacier, la mule refuse de s'aventurer plus loin. Tout le monde s'efforce de trouver une solution, mais la bête ne bouge plus. De guerre lasse, on finit par délester le mulet de la statue. À partir de maintenant, c'est un compagnon qui la portera. Haute de 1,20 m et lourde de 44 kg, c'est un spectacle étrange de la voir ainsi soulevée par un homme parmi les glaces. L'abbé Vuarnet ne fait que répéter. La Vierge a trouvé de bien braves Samaritains. Jacquier supplie ses amis de le laisser porter la Vierge. En vain. On lui réplique qu'il s'enfonce déjà trop dans la neige molle. Frustré, il se met en tête de course, juste derrière Ravanel, bien décidé à prouver sa valeur. Après avoir gravi le glacier sur son flanc gauche, Ravanel choisit de bifurquer vers la falaise. Le couloir du Charmoz Grépon se dresse devant eux. C'est une succession de dalles enchevêtrées, cernées par 2 murailles austères. Le passage de glace offre aux alpinistes un escalier sommaire vers la trouée du col plus haut. Ravanel décide de déposer la Vierge sur l'une des marches. Les hommes ne peuvent plus avancer. La Vierge attendra ici leur retour demain. Dressée dans sa cathédrale de granit, elle ne semble pas sourciller. La bande tourne les pas et reprend le chemin, avide du repos promis au refuge, de son souper gras et de ses draps chauds. Ravanel se retourne vers la Vierge, dévoré d'un scrupule qu'il tente d'étouffer. Je reviens, et demain, je t'offre le grépon. Les 8 compagnons quittent le refuge au petit matin du 22 juin, dans la nuit. À la lueur de leur lanterne, ils mangent quelques tranches de lard fumé, mordent dans le pain et la tome, et s'engouffrent dans l'obscurité. La paresse a vite laissé place à l'excitation.
La hâte de retrouver la statue s'est emparée du groupe, comme une frénésie nouvelle. On presse le pas. Il faut désormais remonter la première partie du couloir jusqu'à la niche où l'on a déposé la Vierge. Le silence de l'aube est percé par quelques fracas. Là-haut, le dégel fait son affaire. Soudain, la tête de la troupe est prise en instinct animal et s'abaisse dans la pente. Ravanel, qui marche derrière, comprend vite le danger. Mais avant qu'il n'ait pu s'aplatir, une ombre fend l'air et effleure sa tête rousse. Sa petite taille le sauve, mais Jacquier ne peut pas en dire autant. Il est emporté, sans un cri, dans le bruit mat de la collision. Le déséquilibre instantané de la cordée entraîne un autre compagnon. Cette fois, Ravanel réagit à temps. Si la glissade s'accélère, ils seront tous au fond du gouffre. Sans réfléchir, il enfonce son piolet jusqu'à la tête et se laisse tomber dessus. La corde se tend brusquement. Les deux hommes sont arrêtés net dans leur chute. La corde de chanvre a tenu. Il n'en est pas toujours ainsi. Les deux malheureux tirent maintenant sur la taille brûlée du guide. Mais Ravanel tient le choc, les mains crispées sur l'acier de son outil. Aujourd'hui, personne ne doit mourir. Sur le dos du vicaire, la Vierge observe la scène, tranquille. Ventre à terre, Ravanel le Rouge reprend appui sur ses pieds. Il les enfonce vigoureusement dans la pente pour soulager son corps endolori. Plus bas, Jacquier se relève chancelant. Son bras gauche a été touché. Il pend inerte. Sa voix jaillit, défigurée par la douleur. C'en est fini pour moi, Ravanel. Je ne grimperai jamais avec mon bras. Mais tu peux encore réaliser notre promesse. Quand tu seras là-haut, tu remercieras la Vierge de nous avoir sauvés une deuxième fois aujourd'hui. Ravanel acquiesce silencieusement. Il sait que Jacquier a raison. Il le remercie secrètement de le décharger d'une décision qu'il redoutait de prendre. Jean Ravanel, cousin du guide, se désigne pour conduire le blessé au refuge le plus proche. Avant de quitter le groupe, Jacquier remonte la courte pente qui le sépare du vicaire. Il se penche sur la statue immobile et dépose un baiser affectueux sur son front. Le visage de la dame se teinte de pourpre. Son métal rayonne des lueurs flamboyantes de l'aube naissante. L'ascension reprend son cours. Au milieu du dédale de pierre, Ravanel reconnaît chaque passage caractéristique du grépon. Le trou du canon, la boîte aux lettres, le râteau de chèvre, la vire à bicyclette. Sur cette voie qu'il a tant parcourue, il se plaît à fermer les yeux par endroits. Il devine les prises sur la paroi, se rappelle des émotions de ses compagnons dans les passages délicats. Aujourd'hui, Ravanel emmène dans les passages tortueux du grépon un client bien plus illustre et non moins pesant. La Vierge pèse lourdement sur ses flancs. Les sangles scient la chair de ses épaules. Sur le râteau de chèvre, Ravanel manque de dévisser de la paroi, entraîné par les 40 kilos d'aluminium. Ne craignez rien, mes amis. Mon sort est assuré. J'ai une telle confiance en la Vierge que je suis absolument convaincu de mourir dans mon lit. Quelques choucas, ces oiseaux vivides des tours de granit, surveillent l'étrange cortège et lancent des cris enroués. Enfin, on s'arrête au pied de la dernière fissure pour monter un conseil de guerre. Il faut un plan d'attaque pour hisser la Vierge sur la dernière difficulté. Tous se pressent autour du chef à la toison flamboyante. Sous le soleil écrasant, dans les vapeurs de tabac, le Rouge ressemble à un pirate entouré de ses sbires. La Vierge attend sagement au milieu du conciliabule. Je peux le faire avec la statue sur le dos. Il me faut 2 gars pour nous assurer depuis le haut, la statue et moi séparément. Si je tombe, 2 cordes pourront retenir tout notre poids. Camille, tu partiras le premier. Camille, c'est son frère. Il est myope, mais en montagnard aguerri, il n'a pas besoin de voir les prises. Il les sent. Il assurera Ravanel avec son autre frère Gaspard. Les 2 hommes s'encordent solidement et plongent leurs mains dans la fissure. Le grépon a rarement connu une telle agitation.
Tandis que Camille et Gaspard affrontent la grande paroi de la tour carrée, toutes les autres voix s'encombrent de grimpeurs venus de la vallée admirer l'œuvre des compagnons. Ils veulent voir la Vierge trôner sur le grépon. Tous regardent les deux silhouettes qui évoluent dos à dos, comme des siamois reliés par 2 cordes de chanvre. Dans la fissure, le rouge tâtonne pour retrouver ses repères. Il questionne la pierre, consulte la Vierge, puis s'élance de nouveau par de puissantes tractions. Les compagnons n'osent pas perturber la prière de Ravanel. Ils observent avec dévotion la litanie des gestes minutieux exécutés par le vieux guide. Chaque pas est précis, chaque impulsion est vigoureuse. Seuls Camille et Gaspard continuent de s'activer pour offrir le meilleur assurage. À 10h30, le guide et la Vierge parviennent enfin au sommet. Épuisé, Ravanel étreint ses frères et dépose précieusement la statue sur la plateforme. Tous les compagnons s'embrassent et jubilent de leur victoire. On ouvre les outres de vin. On brûle du tabac dans les pipes usées. Un jeune maçon de Chamonix organise le chantier. Il faut percer le crâne du grépon et confectionner le mortier. Après 2 heures de dur labeur, la statue est enfin scellée. La Vierge se dresse au milieu des alpinistes, face au glacier des Nantillons, la tête inclinée vers Chamonix. Aujourd'hui, la dame a trouvé un nouveau royaume. Des hommes l'ont installée sur la plus belle des tours. Le vicaire revêt son surplis et son étole sacerdotale. Il retrouve le calme et le sérieux de celui qui va parler à Dieu. Chacun s'approche et retire religieusement son chapeau. Sur un petit bréviaire qu'il tient d'une main, l'abbé lit les prières. Le latin roule dans sa langue et s'envole dans le précipice. De l'autre main, il bénit la statue avant d'asperger ses paroissiens. Le rituel terminé, tous s'agenouillent devant la souveraine sur le roc suspendu. D'une seule voix, ils entonnent le Salve Regina qui résonne dans la montagne. Ravanel ferme les yeux. La promesse de Jacquier est accomplie. Aujourd'hui, la Vierge fait le bonheur des alpinistes. Elle est devenue un excellent point d'assurage pour fixer le premier appel d'une descente escarpée. Suspendu dans le vide, lorsqu'il affronte les épreuves du rocher ou le déchaînement de la tempête, le grimpeur ne craint rien. Là-haut, la dame tient fermement la corde. C'était La Dame du Grépon, un récit adapté de l'ouvrage La montagne se souvient de Mailleul et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Tout de suite, retrouvons Mailleul et Aubin qui nous racontent les coulisses de cette aventure. Bonjour Aubin. Bonjour Mailleul. Tu es mon frère et tu es le co-auteur aussi de La montagne se souvient, paru aux éditions du Rocher. Ravanel a emprunté la voie historique ouverte en 1881 par Mummery, Burgener et Venetz, donc un jeune intellectuel anglais et 2 guides suisses. On l'a évoqué très rapidement dans le podcast. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 alpinistes ? Alors, ces 3 alpinistes, déjà, qui sont expérimentés. Donc, Albert Frédéric Mummery, c'est un aristocrate anglais qui fait partie du célèbre Alpine Club de Londres, qui enchaîne les premières dans les Alpes, voilà, rassemblement de jeunes aristocrates anglais qui avec des guides suisses, font la conquête des Alpes. Mummery, il a plusieurs conquêtes à son actif, notamment des premières sur différents versants des Alpes, au Cervin, l'Aiguille Verte. Et il voit dans cette aiguille du Grépon un sommet inaccessible, et qu'il l'est réellement, puisque personne n'a réussi à le gravir. C'est un éperon, c'est une véritable flèche de granit inatteignable, qui s'élève à 3482 mètres d'altitude, un sommet mythique que tout le monde convoite. Oui, d'ailleurs, on dit même que certains ont tiré une arbalète un jour pour accrocher une corde au sommet pour essayer de s'y hisser. Exactement, on a vraiment essayé d'employer tous les moyens possibles et imaginables pour y parvenir. D'ailleurs, Mummery qualifie ce sommet d'escalade la plus difficile des Alpes, donc pour dire à quel point c'est un véritable défi.
Et aujourd'hui, en fait, la voie historique actuelle que prennent les alpinistes n'est pas la plus évidente à l'époque. Elle a déjà été tentée plusieurs fois, mais toutes les tentatives d'ascension se sont soldées par des échecs. Et Meumery fait ce constat et décide donc de tenter l'ascension par une autre face, celle qui surplombe la mer de glace. Mais c'est aussi un énorme échec. Exactement. Il se trouve face à une paroi infranchissable, complètement lisse. Donc ils redescendent, très déçus. Et Meumery choisit donc de reprendre la voie classique, celle où il y avait eu tous les échecs précédents, et parvient à débloquer l'ascension, notamment dans une fissure qu'il arrive à gravir. Meumery, à l'époque, il a des qualités de grimpeur exceptionnelles. Oui, complètement. Mais je dirais même les 3 personnes en fait de cette cordée qui sont toutes très différentes en fait. On a Meumery qui est plus petit en taille, svelte, souple, très bon grimpeur, qui d'ailleurs a fait un grand nombre d'ascensions dans les Alpes, qui en fera ensuite dans le Caucase, et également qui devine les itinéraires. C'est vraiment quelqu'un qui sait lire les voies. Burgener, lui, c'est un guide chevronné, suisse, qui a un physique bien plus important, une force physique, une endurance qui est indispensable à ce genre d'ascension, mais également pour porter le matériel, ouvrir le chemin dans la neige sur un glacier. C'est un chasseur de chamois, donc il a cette expérience de la montagne. Voilà, et le dernier, le plus jeune, c'est aussi un excellent grimpeur. Oui, Venetz, excellent grimpeur, il est dans la force de l'âge, dans la force de la jeunesse. C'est un peu une étoile montante du milieu, si on peut dire. Exactement. D'ailleurs, à ce propos, il y a une bande dessinée qu'on a beaucoup aimée tous les deux de Nicolas Debon qui s'appelle L'invention du vide, sur cette ascension en particulier. Mais revenons à Ravanel, puisque c'est de lui qu'on raconte l'histoire. Ravanel avance l'expédition avant l'installation de la Vierge, il est déjà très connu dans la vallée. Oui, Ravanel, tout d'abord, c'est un gars du coin. Il vient d'Argentière, c'est le clan Ravanel, donc famille assez célèbre du hameau d'Argentière, qui est connu dans tout le massif, dans la vallée. Et la plupart de ses frères, d'ailleurs, de sa famille, sont également des guides ou des aspirants guides. Oui, puis dans la vallée, il faut dire que tout le monde se connaît. À l'époque, il n'y a pas autant de gens qui habitent Chamonix qu'aujourd'hui. Oui, il y a environ entre 3500 et 4000 habitants, donc moitié moins qu'aujourd'hui. Et Ravanel est connu dans ce milieu. D'ailleurs, son carnet de guide, donc où il y a toutes ses références de ses clients, est rempli des meilleures recommandations qui ont été laissées par des clients parfois très illustres, notamment le roi des Belges, Albert Ier, un passionné de montagne, qui a désigné Ravanel comme son propre guide, mais qui deviendra également son ami. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des guides, mais ce qu'on ne dit pas aussi dans le podcast, c'est qu'on le surnommait aussi le guide des rois. Exactement. Et d'ailleurs, Ravanel l'a emmené, donc Albert Ier, au sommet du Grépon, et Ravanel aurait gravi ce Grépon plus d'une 50aine de fois dans sa carrière. C'est dire à quel point il connaît cette montagne. Le Grépon, c'est véritablement la montagne de Ravanel. Ce qui fait aussi la particularité de Ravanel, c'est tout simplement, il faut le dire, qu'il est roux. Et en fait, la couleur de ses cheveux va lui donner un célèbre surnom, Ravanel le Rouge, quasiment un surnom de flibustier. Et d'ailleurs, il y a un beau portrait de Ravanel qui a été immortalisé par Georges Terraz, de la célèbre famille de photographes de montagne. J'y pense parce qu'il y a une exposition à Grenoble en ce moment sur la photographie Terraz. Voilà, donc un beau portrait de Ravanel. Aubin, il y a plusieurs sommets sur lesquels on a installé des vierges depuis le 19e siècle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en particulier des vierges plutôt que des croix, et pourquoi à cette époque ? Alors déjà, il y a un aspect technique très simple, c'est que à cette époque, on se met à gravir des sommets de plus en plus inaccessibles, de plus en plus hauts, c'est la conquête des Alpes, et donc les croix qu'on mettait sur des sommets moins élevés, on va désormais aller les mettre sur des sommets bien plus hauts et bien plus inatteignables. Ensuite, pourquoi à cette époque ? Parce qu'on est au 19e siècle, vraiment dans un siècle de renaissance de la piété populaire après la Révolution, et notamment de la dévotion mariale. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle marial par excellence, avec également de nombreuses apparitions, comme à Lourdes ou comme à la Salette. Et d'ailleurs, la Vierge du Grépon, qui est installée dans les années 20, c'est pas du tout la première, il y en a d'autres qui ont été installées avant. Non, bien sûr, il y en a déjà deux autres très célèbres et qui ont été installées dans le massif du Mont-Blanc, une sur la Dent du Géant en 1904 par les Italiens de Courmayeur, et une sur le Petit Dru en 1919 par également les gens d'Argentière, ascension auquel d'ailleurs a participé également Ravanel. Il y a une forme en fait de compétition entre esprits de clocher pour installer ces statues, et elles sont toujours plus grandes. Alors ce qui est impressionnant, c'est que celle du Grépon, elle fait 1m20, et de nombreux alpinistes vont venir le jour de l'installation pour y assister. On explique aussi dans le récit que donc, c'est la Vierge de la Salette.
qui est installée au sommet du Grépon. Ce qu'on ne dit pas, c'est pourquoi ils ont choisi cette Vierge en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors pour 2 raisons. Alors tout d'abord, la Vierge de la Salette, c'est une Vierge très populaire dans les Alpes. Donc pour rappeler, c'est une apparition qui a eu lieu non loin de Grenoble en 1846. Donc vraiment une piété, une dévotion très populaire pour cette Vierge de la Salette. Mais également parce que la Vierge qui avait été précédemment installée au sommet du Petit Dru, c'est la Vierge Lourde. Donc dans cet esprit un peu de compétition de clocher, on décide de mettre la Salette. Alors au-delà des Vierges, sur les sommets, les montagnes ont toujours évoqué quelque chose de spirituel pour ceux qui les gravissent. Ça, c'est quelque chose de très ancien. Oui, en effet. Et d'ailleurs, ça remonte, on pourrait même citer la Bible. Il y a des monts qui sont connus, le mont Horeb, le mont Ararat, etc. Il y a toujours eu ces montagnes sacrées, ces montagnes interdites, même dans les polythéismes, ces montagnes à pèlerinage également. Le sacré et la montagne, ce n'est pas du tout une invention du XIXe siècle. Et d'ailleurs, quand on gravit une montagne, on peut le dire, on part souvent ensemble en montagne, il y a une part d'introspection aussi, en dehors des dialogues et du partage de la cordée. Exactement, il y a une forme de solitude finalement face à la nudité des éléments, une humilité un peu obligée pour l'alpinisme qui se retrouve face à un environnement sauvage. Une forme de dépouillement aussi. Exactement, et l'homme rencontre en montagne des propres limites à son action, de par les éléments, de par la météo également. Il y a une forme de dépouillement et donc le grimpeur est plus disponible pour lui-même, plus disponible également à la contemplation. Mais ce qui est propre vraiment à la montagne, c'est aussi cette notion d'élévation, notamment dans l'alpinisme, chez le grimpeur. Dans la verticalité, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de physique dans cette élévation, mais il y a aussi une autre élévation, peut-être une élévation plus intérieure. Le grimpeur, l'alpiniste, vit une autre réalité là-haut qui est spirituelle, alors il pose des témoins de ce qu'il vit sur ces sommets, et ces témoins signifient ce que la montagne apporte à l'homme. Merci Aubin. Merci Mayol. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro, adaptée du livre La montagne se souvient de Mayol et Aubin Aldebert, publié aux éditions du Rocher. Coordination Haute-Cérès, production Lacmé, narration Salomé Boulet, prise de son Louis Chabin, réalisation et mixage Léo Westphal.